Bonjour Jean-Christophe Lagarde, merci d'être notre invité ce matin. Juste Bonjour une Madame première Roux. question pour commencer cette interview. On va parler naturellement du bilan de l'héritage de Valéry Giscard d'Estaing. Mais quel souvenir vous est revenu lorsque vous avez appris la mort de Valéry Giscard d'Estaing ? Bon, le souvenir qui m'est revenu, c'est un discours qu'il a prononcé il y a 3 ou 4 ans pendant le quinquennat de Hollande. Et il était en train de décrire la France qu'il avait laissée en 1981 et la France d'aujourd'hui. Il rappelait par exemple que lorsqu'il a quitté l'Élysée, c'est la dernière fois que notre pays, depuis 40 ans, avait un budget en équilibre. Il n'y avait pas de dette en France. Il a rappelé que le niveau de chômage qu'on lui reprochait, 1 million de chômeurs, serait un rêve aujourd'hui pour l'ensemble des Français. Bref, avec un humour qu'on ne lui connaît pas, mais qui est réel, qui était réel, Ouais. et une analyse extrêmement poussée, acérée, de la situation de notre pays et des besoins de notre pays. Ce matin, ses successeurs saluent un homme de progrès qui a changé la France. Il restera un bilan, celui de Valéry Giscard d'Estaing. Bien sûr, et dans ce bilan, peu de gens qui ont 20 ans peuvent s'en rendre compte. Lorsqu'ils prennent le TGV, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Lorsque ils utilisent l'électricité nucléaire qui nous permet d'avoir de l'énergie non carbonée, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Lorsque une jeune femme a le droit à l'avortement, c'est Valéry Giscard d'Estaing et Simone Veil qui fut la première adhérente de l'UDI. Lorsque une femme aujourd'hui ouvre un compte en banque, elle ne se souvient pas qu'avant Valéry Giscard d'Estaing, elle avait besoin de l'autorisation de son mari. Lorsque vous utilisez les euros que vous avez dans votre poche, c'est Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt qui en ont dessiné les contours avec le système monétaire européen et ce qu'on appelait à l'époque l'écu. Bref, beaucoup de transformations après les années de Gaulle dont on ne se souvient plus, mais qui font la France d'aujourd'hui pour une large part. Et justement, cette phrase qui est dans le Parisien ce matin sous la plume de Jean-Michel Salvatore, qui dit « L'histoire n'a pas encore rendu justice à ce président incompris ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'au fond, vous êtes obligé de rappeler ce qu'on doit au septennat de Valéry Giscard d'Estaing ? Il y a une forme d'injustice vis-à-vis de ce qu'il a laissé au pays. Oui, d'abord parce que sa défaite en 1981 n'a pas permis de voir, de comprendre. Il a été le président qui a subi pour la première fois les crises économiques dans la Ve République, c'est-à-dire les 2 chocs pétroliers où l'essence qui était à 1 franc, grosso modo 15 centimes, est passée à 4 francs, a été multipliée par 4, ce qu'on a évidemment complètement oublié. Et il n'a pas pu défendre son bilan, d'abord parce que personne presque n'était là pour le défendre. Il a été, vous le rappeliez tout à l'heure dans le reportage, trahi par Jacques Chirac en 1981. Ouais. Et François Mitterrand s'est installé. On a oublié Giscard. C'est pourtant lui qui avait commencé la transformation de la France. Et puisque vous parlez de Jacques Chirac, cette phrase qu'on a retrouvée sous la plume de Valéry Giscard d'Estaing, Chirac n'a jamais occupé mon esprit, je n'y pense pas. Et Chirac qui parlait de Valéry Giscard d'Estaing et qui disait dans son échelle de valeur, il y avait lui tout en haut et moi tout en bas. Est-ce qu'il restait une forme d'amertume à Valéry Giscard d'Estaing sur sa relation aux Français ? Il y avait une relation très charnelle entre Jacques Chirac et la France. Est-ce qu'il y avait ce type de rapport entre Valéry Giscard d'Estaing et le pays et les Français ? En tout cas, lui aimait beaucoup la France, les Français. Il était très terrien, que ce soit en Auvergne ou dans sa propriété dans laquelle il s'est éteint. Il avait une volonté de proximité. Et parfois, sans doute, une maladresse humaine qui faisait qu'il ne parvenait pas à nouer le contact, en tout cas pas publiquement. Dans le privé, c'était un homme à la fois attentif, très curieux et chaleureux. Vous dites qu'il n'arrivait pas à faire passer peut-être ses émotions. Pourtant, qu'est-ce qu'il a essayé et qu'est-ce qu'il a su utiliser, le premier d'ailleurs, les codes notamment de la communication politique. On disait que c'était le Kennedy français. Il utilisait la télévision, ça a été le premier à le faire. Il a utilisé sa famille pour faire campagne en 1974. C'était les débuts de la communication politique avec Valéry Giscard d'Estaing en réalité. Oui, c'est vrai, mais ça lui a été beaucoup reproché. Et on lui reprochait un côté artificiel, alors qu'en fait, il cherchait à sortir des années de Gaulle, très empesées, très monarchiques d'une certaine façon dans la communication. Il a essayé de moderniser cela avec les limites aussi de son temps, où les habitudes parfois étaient trop bousculées, et donc les gens avaient du mal à comprendre pourquoi il bousculait ses habitudes. Une toute dernière question. Quel rapport gardait-il avec ses successeurs ? Est-ce qu'il les voyait encore ? Alors oui, il avait
profonde attache à sa famille politique. Vous savez, son projet, c'était de rassembler 2 Français sur 3. Il était souvent malheureux de voir que nous n'étions pas en mesure de le faire, il faut le dire, en tout cas jusqu'à ce jour. Mais il avait surtout la volonté de continuer à transmettre des messages. Et d'abord, une vision européenne qui défend en réalité notre indépendance face aux autres grands ensembles du monde. Il y a voué le reste de sa vie et il a essayé de transmettre, entre guillemets, non pas des conseils, mais des messages, une vision, parce que la vie politique française, depuis les années 80, a perdu la vision du temps long, de la stratégie, des objectifs que nous devrions avoir ensemble. On se perd dans l'actualité et pas assez dans une vision pour la France. Merci Jean-Christophe Lagarde, je vous laisse reprendre la route. À très bientôt.